Si vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, vous pourriez en payer le prix. Et si un jour vous entendez un bourdonnement qui semble surgir de nulle part, surtout dans un endroit vide, ne l'ignorez pas. Partez sans vous retourner. C'est quelque chose qui s'est passé il y a des années dans le village de ma mère. C'est une histoire qu'elle m'a racontée plusieurs fois en grandissant, et à chaque fois j'en ai des frissons. Son père, mon grand-père, était un homme profondément spirituel. Il ne touchait jamais à la viande ni à l'alcool. Il était extrêmement discipliné et dévoué à ses prières, toujours concentré sur le fait de rester spirituellement pur et calme. Les gens du village le respectaient pour ça. Il n'était pas juste religieux, il dégageait une énergie inébranlable. Un jour, il s'est disputé avec un homme du village. Je ne connais pas les détails exacts, et cet homme voulait quelque chose de lui, et mon grand-père a refusé. Ça a dégénéré en échange tendu, et l'homme est parti en colère. Rien de physique, juste de la tension. Mais le lendemain, quelque chose s'est produit. Cet après-midi-là, mon grand-père se reposait sur un banc en bois juste devant la maison. Dans les maisons de village, il y a souvent une zone ombragée devant la porte principale, et au-delà une cour ouverte. Alors qu'il faisait la sieste, il s'est soudain réveillé à cause d'un bruit étrange. C'était un bourdonnement profond, comme celui d'un essaim d'abeilles, mais pas naturel, plus fort, plus lourd, presque comme s'il faisait vibrer le sol. En se redressant et en regardant autour de lui, il l'a vue. Une fumée noire tourbillonnante flottait près du bord de la cour. Elle planait juste à l'extérieur de la limite, comme si elle cherchait un moyen d'entrer. La fumée ne bougeait pas comme du brouillard ou de la brume. Elle avait du poids, elle avait une intention. Elle était vivante et elle essayait clairement de l'atteindre. Il a immédiatement compris ce qui se passait. Quelqu'un avait utilisé le karni contre lui. Le karni est un rituel sombre, pratiqué dans certaines zones rurales de l'Inde pour envoyer un esprit malveillant vers une personne ciblée. La façon dont c'est fait est extrêmement dérangeante. La personne qui lance le rituel trempe une allumette ou une brindille dans les excréments de la personne qu'elle veut maudire, puis place ce bâton dans sa propre bouche et récite des mantras pour libérer l'esprit. Une fois envoyée, l'entité traque sa cible. Mais si la cible est spirituellement forte ou protégée, l'entité a du mal à l'atteindre, et dans ce cas, elle ne disparaît pas, elle retourne vers celui qui l'a invoquée. Mon grand-père n'a pas paniqué, il s'est redressé, a commencé à réciter des mantras puissants, des paroles qu'il connaissait et pratiquait depuis des décennies. La fumée noire continuait de tourbillonner juste au bord de la cour. Le bourdonnement devenait plus fort et plus agressif, mais elle ne pouvait pas entrer. C'était comme s'il y avait un mur invisible entre eux. Après ce qui a semblé durer plusieurs longues minutes, la fumée s'est soudainement retirée. Elle a reculé lentement, puis a disparu complètement. Le lendemain matin, l'homme avec qui il s'était disputé a été retrouvé mort. Il s'était effondré et était décédé en vomissant du sang. Il n'y avait aucune explication médicale claire. Les gens du village ont murmuré que le karni s'était retourné contre lui. L'esprit destiné à mon grand-père était revenu vers celui qui l'avait invoqué. Ma mère dit toujours que ces choses ne doivent jamais être prises à la légère. Le karni est dangereux, non seulement pour la victime, mais aussi pour celui qui l'utilise. Honnêtement, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais ça me hante et j'ai besoin de le raconter. Le week-end dernier, ma sœur 25 ans et moi 28 ans revenions d'un gala chic. Elle portait une longue robe dorée brillante avec des motifs, une vraie robe de soirée, et moi un costume noir simple. Il était environ 22h30, nuit noire, et nous roulions sur une route complètement déserte. Pas de lampadaire, pas de voiture, juste des arbres à perte de vue de chaque côté, vraiment l'ambiance milieu de nulle part. Après environ 20 minutes de route, elle a soudain dit « Il faut que je fasse pipi, genre maintenant ». Je pensais qu'elle plaisantait, mais elle était sérieuse. Alors je me suis garée sur le bas-côté, mais le bord de la route était rempli de plantes sèches et épineuses. Pas du tout le genre d'endroit où on veut s'accroupir, surtout pas avec une robe comme la sienne. Elle a regardé autour et a dit « Allons dans les arbres, je peux pas faire ça ici ». Elle était nerveuse à l'idée d'y aller seule, alors je lui ai dit que je l'accompagnerais. On a marché environ 100 mètres dans les bois avec la lampe de mon téléphone, juste assez loin pour ne pas être vue depuis la route, même si franchement il n'y avait personne à voir. Elle a enfin trouvé une petite clairière et m'a dit de me retourner. Sa robe était une vraie galère. Elle devait rassembler tout le tissu et le tenir bien haut autour de sa taille pour pouvoir s'accroupir sans l'abîmer. Elle avait l'air super maladroite en essayant de ne pas trébucher. Bref, je me suis retournée, j'ai fait quelques pas et j'ai aussi décidé d'en profiter pour faire pipi.
Par respect et parce que c'était un peu bizarre, on a décidé d'éteindre la lampe. Noir total. Le seul bruit c'était, vous voyez, pipi sur des feuilles sèches. Et là, sans blague, elle a hurlé. Un cri a glacé le sang. J'ai paniqué en plein milieu de mon affaire et j'ai essayé de rallumer la lampe. Elle était toujours accroupie, la robe dans les mains, complètement terrifiée, regardant derrière elle. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» et elle m'a juste regardé et m'a dit « Quelqu'un m'a touché, sur les 2 épaules comme des vraies mains. » Je vous jure sur tout ce que j'ai, il n'y avait personne autour de nous. J'ai immédiatement fait un tour complet avec la lampe, éclairant entre les arbres et les buissons, même en l'air comme un fou. Mais rien, aucun bruit d'animal, pas de bruissement, juste le silence des bois. Elle était presque en larmes, essayant de remettre sa robe, et ça prenait une éternité. À ce moment-là, pendant qu'elle se rhabillait, j'ai entendu des pas. C'était comme si quelqu'un marchait lentement sur les feuilles, en tournant autour de nous. Pas vite, juste délibéré. Je n'ai rien dit au début pour ne pas l'effrayer davantage, mais elle m'a regardé et m'a dit « Tu entends ça ?» On est resté figé quelques secondes, puis on a détalé. On a couru dans la direction où on pensait que la voiture était, mais on ne l'a pas trouvée. C'était comme si on était sorti d'un autre endroit des bois. La panique a commencé à monter, on avait l'impression de tourner en rond, puis on a vu une sorte de creux sombre dans les arbres à une centaine de mètres, comme une ouverture de grotte ou quelque chose du genre, mais on n'a pas osé s'en approcher. Finalement, après environ 7 minutes, on a retrouvé la route, mais là où on était entré. On était sorti à environ un demi-kilomètre de la voiture. Quand on l'a vue, on a couru vers elle, verrouillé les portes, et on n'a pas dit un mot pendant tout le trajet jusqu'à l'hôtel. Je n'ai jamais vu ma sœur aussi secouée. Ce n'est pas le genre à inventer des histoires de fantômes, et honnêtement, je l'ai senti aussi. Il y avait quelque chose qui clochait là-bas. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, on ne s'arrêtera plus jamais dans les bois, jamais. Je n'étais pas seule dans le véhicule quand c'est arrivé. Il y avait 2 autres personnes et elles ont vécu exactement la même chose. En décembre 2022, je faisais un trajet vers Fresno pour aller chercher une voiture que j'avais achetée. Pour une raison quelconque, j'ai pris la route du sud, ce qui n'est généralement pas recommandé. Étant originaire de la région de Monterey Bay, j'aurais dû prendre la route du nord, mais bon. On est parti vers 20 h. J'ai conduit tout du long. Je n'étais pas fatigué, j'étais même très excité à l'idée de récupérer la voiture le lendemain matin. Sur l'autoroute 145, à environ 3/4 du trajet, on roulait tranquillement, quand quelque chose a attiré mon attention du coin de l'œil. J'ai levé le pied, pensant que c'était un chien, puis j'ai réalisé que ce que je voyais n'était pas entièrement formé. C'était translucide, mais sombre, comme une ombre vivante. Ça ressemblait à un singe à 4 pattes, et ça courait aussi vite que mon camion. Ça a commencé sur une colline, a descendu en diagonale, puis a couru à côté de mon véhicule avant de traverser la route. Là, j'ai freiné fort, mais je ne me suis pas arrêté complètement. J'ai roulé encore 30 secondes. J'ai regardé ma passagère et j'ai demandé « Tu as vu ça ?» Elle et son mari ont tous les 2 répondu « Oui ». Puis j'ai demandé « C'était réel ?» Et ils ont tous les 2 dit non en même temps. J'étais terrifiée, mais je savais que je n'avais pas le choix. On était presque arrivé. Je me suis dit que c'était une de ces choses qu'on voit, mais que personne ne croirait si on en parlait. À environ 50 km plus loin, mon GPS est devenu complètement noir. Je savais que je devais rester sur cette route, mais quand le GPS est revenu, il m'a immédiatement fait tourner sur un chemin de terre. Je me suis dit pourquoi il me fait passer par là, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être du trafic ou que c'était un itinéraire alternatif pour raccourcir le trajet. Donc j'ai tourné à gauche sur ce chemin que j'ai surnommé la route de Bob et j'ai continué pendant environ 1 kilomètre. Soudain, j'ai vu une camionnette comme un véhicule utilitaire posé au milieu de la route. J'ai ralenti et cette camionnette était sous un lampadaire. J'ai demandé à mon amie « Tu peux voir si je peux passer à côté ?» Elle m'a répondu « Non, je ne peux pas dire, c'est trop loin. » Et plus on s'approchait, plus quelque chose me disait de ne pas continuer. Mon cœur battait à tout rompre, surtout après ce qui venait de se passer avec le singe fantomatique. J'ai donc fait demi-tour, je suis retourné sur la 145 et j'ai repris la route. Je ne sais pas quelle route c'était, j'aimerais pouvoir retrouver ce trajet dans Google Maps, mais étrangement, mes historiques remontent à plus de 5 ans. Et ce trajet-là est totalement absent, comme si je n'y étais jamais allé. Pourtant je sais que j'y suis allé, j'ai ramené la voiture.
Ceci est l'histoire de l'ami d'enfance de mon frère. Nous avons grandi dans le même quartier et nos familles ont toujours été proches. L'ami de mon frère est maçon de profession. C'est un homme travailleur qui s'est construit une vie stable et confortable. Cependant, il n'était pas considéré comme beau selon les standards habituels, ce qui rendait difficile pour lui de trouver une épouse. Il décida donc de chercher une femme en dehors de notre ville, dans une région plus rurale. Cette recherche le mena dans un village reculé d'Azad-Cachemire, où il trouva une jeune fille très belle. Sa famille pauvre cherchait un homme stable et responsable, capable d'offrir une bonne vie à leur fille. Ils acceptèrent rapidement la proposition de mariage. Le jour du mariage arriva et la mariée fut amenée d'Azad-Cachemire jusqu'à notre ville. Selon notre tradition, la mariée est assise parmi les invités pendant un moment, afin que chacun puisse la saluer et lui offrir des cadeaux. Étant amis proches de la famille, nous étions également invités. À mon arrivée, je remarquai que la mariée ne se sentait pas bien. Peut-être avait-elle trop chaud, car Azad-Cachemire a un climat bien plus frais que notre ville. Malgré les ventilateurs, elle s'est évanouie rapidement. Tout le monde était inquiet. Ma famille est considérée comme assez raisonnable dans notre quartier, et comme mon père était malade, nous avions un tensiomètre à la maison. J'avais l'habitude de vérifier la tension des personnes malades dans notre quartier, comme service communautaire. Ma mère me demanda immédiatement d'aller chercher l'appareil pour vérifier la tension de la mariée. J'ai couru chez moi, pris le tensiomètre et j'ai vérifié sa tension qui était très basse. Je conseillais à sa famille de lui donner de l'eau mélangée à des électrolytes pour la stabiliser, mais son état ne s'améliora pas. Sa belle famille l'emmena alors dans une chambre pour qu'elle se repose. La cérémonie de mariage se termina et tout le monde rentra chez soi. Tard dans la nuit, nous apprîmes que son état s'était aggravé. Ma mère se rendit chez eux pour prendre de ses nouvelles et fut choquée par ce qu'elle vit. Les yeux de la mariée étaient retournés, ses membres tordus et elle écumait de la bouche. La famille expliqua qu'au moment de la proposition de mariage, ils avaient mentionné qu'elle avait quelques problèmes spirituels, mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi grave. Le marié contacta immédiatement un religieux. Après quelques calculs, celui-ci révéla que des génies mâles, djinns, étaient attachés à la jeune fille et l'empêchaient de commencer une nouvelle vie. Comme le mariage avait eu lieu et qu'elle était venue dans notre ville, des djinns l'avaient suivie. Le marié, avec l'aide de mon frère, ramena la mariée en état critique à Azad-Cachemire pour obtenir l'aide directe du religieux. Mon frère fut témoin de tout ce qui se passa ensuite. Pendant le traitement, le religieux demanda au marié d'appuyer sur le pouce de la mariée. Lorsqu'il le fit, elle se redressa d'un coup et de voix distinctes parlèrent à travers elle. Les djinns affirmaient qu'ils aimaient la jeune fille et qu'ils ne la laisseraient pas commencer une vie avec un autre homme, disant qu'elle était déjà mariée avec eux. La séance fut intense. Le religieux pratiqua des soins spirituels pendant 2 ou 3 jours. Mon frère resta auprès de son ami pour le soutenir durant cette épreuve. Finalement, les djinns furent chassés de son corps et elle se rétablit complètement. Aujourd'hui, la jeune femme va parfaitement bien et mène une vie heureuse. Elle est désormais mère de 3 enfants. Ça fait maintenant presque 2 mois que cette expérience a eu lieu. Ma famille et moi avons pris l'avion pour Boston afin de rendre visite à ma sœur et nous avions prévu d'y rester 4 jours. Le premier jour, 6 août, s'est très bien passé. Nous sommes allés à Cape Cod et avons fêté l'anniversaire de ma mère dans un restaurant le soir. Le deuxième jour, 7 août, nous avons décidé d'aller à Salem pour que chacun puisse faire une lecture psychique. Dans la boutique où le médium faisait ses lectures, elle a conseillé à ma mère d'acheter un cristal obélisque noir pour repousser les mauvaises énergies et les esprits, car ma mère avait des personnes toxiques dans sa vie. Elle l'a acheté. Après notre passage à Salem, nous avons pris la route vers le Queen Estate à Ipswich. Nous y avons passé environ 2 heures à marcher un peu à l'intérieur, puis surtout à flâner derrière le domaine et sur la plage voisine. Ce matin-là, nous avions envisagé de réserver un hôtel dans les montagnes au nord pour y passer une nuit, et nous avons procrastiné jusqu'à notre départ du Queen Estate. J'ai cherché sur hotel.com un hôtel sympa et abordable dans le New Hampshire. Après avoir consulté quelques options, j'en ai trouvé un avec une belle vue sur les montagnes à North Conway. Alors je l'ai réservé. Après 2 heures de route à travers les magnifiques paysages montagneux de New Hampshire, nous sommes arrivés à l'hôtel. Rien ne semblait anormal ou effrayant, pas le moindre signe.
Jusqu'ici, nous avions passé un séjour merveilleux, exploré la Nouvelle-Angleterre et nous étions reconnaissants pour ces quelques jours avant de rentrer. L'ambiance était parfaite, mais cette nuit-là allait tout changer. 3h15 du matin, le 8 août 2025. Je me suis réveillée en sursaut au milieu de la nuit et j'ai vu ma mère debout au bord du lit, en train de hurler comme si elle était en train de se faire tuer. Elle avançait lentement vers la porte d'entrée à quelques pas. Je me suis levée en vitesse et je l'ai prise dans mes bras, mais pendant que je la serrais, elle était tirée, traînée par une force invisible que je ne peux qualifier que de démoniaque. Elle continuait à hurler et nous étions tous les deux traînés vers la porte. Une terreur absolue m'a envahi. La force était si puissante que mes orteils se sont recroquevillés et ont été meurtris par la violence de cette chose. Ce qui n'a duré que 10 secondes a semblé être une éternité en enfer. Heureusement, ma sœur a allumé la lumière et tout s'est arrêté. Je me suis effondrée au sol, prête à perdre connaissance. J'ai commencé à pleurer, effondrée en criant. Elle allait t'emmener, elle allait t'emmener. Ma mère s'était réveillée, mais elle ne se souvenait de rien. Elle était terrifiée, pensant que j'avais fait un mauvais rêve ou que quelque chose m'avait possédée. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais moi je suis convaincue que cette force allait l'emmener hors de la pièce si je n'étais pas intervenue. Quelques minutes plus tard, alors que nous étions tous sous le choc, ma sœur a raconté ce qu'elle avait vu. Elle dormait sur l'autre lit et quand elle a entendu nos cris, elle a d'abord pensé qu'il y avait un rat sur le lit, mais un rat ne provoquerait pas des hurlements aussi terrifiants. Ensuite, elle a cru que quelqu'un s'était introduit dans la chambre et qu'on se battait contre lui. Mais elle a vu ma mère et moi recroquevillés, sans personne d'autre dans la pièce, et elle a compris que quelque chose de terriblement sinistre venait de se produire. Elle n'avait aucun mot, moi non plus, personne dans la pièce n'en avait. C'est l'expérience la plus traumatisante et terrifiante que j'ai vécue de toute ma vie. Je souffre encore aujourd'hui. Même si je dors mieux qu'il y a un mois, je reste allongée dans mon lit, avec au fond de moi la peur que cela puisse recommencer. Cette nuit-là a bouleversé toutes mes croyances. Je crois désormais fermement que le monde spirituel existe. Je n'y croyais pas, car je n'avais jamais rien vécu de tel. Mais cette nuit-là, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Ça existe. À ce jour, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Une partie de mon cerveau veut croire que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'il faut l'oublier. L'autre partie me dit que c'est bel et bien arrivé, que c'était réel, et cette pensée me glace le sang. Je suis un garçon de 18 ans, vivant au Bengale occidental, en Inde. Le village de mes grands-parents s'appelle Unna. C'est une île isolée sur la rivière Mandeswari. Il existe des centaines d'histoires de djinns et de fantômes dans mon village, mais je vais vous raconter la plus ancienne. Très peu de gens la connaissent. Mon arrière-grand-mère, du côté maternel, est décédée il y a 3 ans. 2 mois avant sa mort, elle nous a raconté un événement survenu lorsqu'elle était préadolescente. Elle avait une tante maternelle réputée pour sa beauté. Leur famille appartenait aux Zamindars, c'est-à-dire des nobles. Dès qu'elle a eu 12 ans, son grand-père a commencé à faire des cauchemars dans lesquels un homme lui disait de ne jamais marier sa petite fille, car elle serait sa femme. Le grand-père a consulté un ancien du village pour comprendre la signification de ce rêve. L'ancien lui a dit que l'homme qu'il voyait était un djinn tombé amoureux de sa petite fille. Mais qu'il ne croyait pas vraiment au djinn, il avait peur pour elle. Il a donc refusé la plupart des propositions de mariage. Mais il y avait une personne qu'il ne pouvait pas refuser. Le petit-fils de son meilleur ami. Ce garçon était un ami d'enfance de la jeune fille et venait souvent chez eux. Lorsqu'il a demandé sa main devant toute la famille, le grand-père n'a eu d'autre choix que d'accepter. Elle, la tante, avait alors 15 ans. Tout se déroulait normalement jusqu'à la veille du mariage. La mariée était dans une pièce avec ses demoiselles d'honneur, dont mon arrière-grand-mère, quand l'incident s'est produit. Soudain, sa coiffure traditionnelle, appelée kopoa, est devenue extrêmement rigide. Elle a commencé à avoir très mal à la tête. Personne ne comprenait ce qui se passait. Sauf le grand-père. Son pire cauchemar devenait réalité. La coiffure est restée ainsi toute la nuit. D'autres phénomènes paranormaux ont également eu lieu. Cette nuit-là, le grand-père a revu l'homme en rêve, cette fois furieux, qu'il a averti. Ne refais jamais cette erreur, sinon les conséquences seront terribles. Le lendemain, la coiffure redevint normale, mais le mariage fut annulé. Le garçon ne fut plus autorisé à entrer dans la maison, jusqu'à la mort du grand-père 3 ans plus tard. Après ça, le garçon recommença à leur rendre visite. Et peu à peu, tout le monde oubliait l'avertissement du grand-père. 5 ans après l'incident, le mariage eut lieu à nouveau. Cette fois, rien de paranormal.
Le marié portait un sherwani blanc traditionnel. Son visage rayonnait de bonheur. Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée. Cette nuit-là, la mariée était dans sa chambre avec ses amis et ses sœurs. Soudain, les fenêtres et les portes de la maison se mirent à trembler violemment. Des cris terrifiants se faisaient entendre dehors. Une odeur nauséabonde envahit la chambre de la mariée. Tout le monde sortit sauf elle, qui pleurait à l'intérieur. Le marié, réalisant son erreur, demanda la permission au père pour entrer. Dès qu'il entra, la porte se referma derrière lui et ils furent enfermés. Il fallut 3 à 4 heures pour briser la porte. Ce qu'ils virent les bouleversa profondément. La pièce était couverte de sang. La mariée avait disparu et le marié gisait au sol. Sa tête était tordue dans l'autre sens, ses yeux sortis de leur orbite, sa peau pâle. Le magnifique sherwani blanc était taché de sang. Sur une chaise se trouvait un petit sac, à l'intérieur une pièce d'or. C'était le prix de la mariée. Le père passa ses jours et ses nuits à chercher sa fille, mais en vain. Ils durent accepter qu'elle était perdue. Le sac fut enfermé dans un coffre en fer et enterré sous terre. Ils le considéraient comme la tombe de leur fille. 3 ans plus tard, le père fit un rêve dans lequel l'homme lui dit que sa fille était vivante et heureuse. Ils avaient même 2 enfants ensemble, et le sac était un trésor qui donnerait une pièce d'or chaque fois qu'on y mettrait la main. Le père ne vérifia jamais si c'était vrai, car rien ne pouvait compenser la perte de sa fille. Aujourd'hui, cette maison est abandonnée et hantée, remplie d'histoires de fantômes. On l'appelle la maison du maître. Il semble que ce fut le premier incident paranormal dans cette maison. Elle est assez proche de celle de mes cousins, où nous allons pendant les vacances. Peut-être que le coffre est encore là, quelque part, mais nous ne le saurons jamais. J'en ai parlé à mes parents, à mes amis, à mon épouse. On en rit, on fait comme si c'était drôle, mais en réalité, en tant qu'homme adulte, marié et père de 2 jeunes filles, j'ai une peur bleue d'être seule. J'ai toujours eu peur du noir étant enfant. Ma mère pensait que c'était courant et n'y prêtait pas trop attention. Certaines nuits, j'étais inconsolable quand mes parents essayaient de me mettre au lit. Je hurlais, je me débattais, je les suppliais de ne pas me laisser seule. Je ne me souviens pas de grand-chose avant mon premier souvenir, mais ce que je sais aujourd'hui me fait penser que j'ai vécu des choses très jeunes. Mes premiers souvenirs sont tous similaires. Plusieurs fois, la même histoire. Le plus ancien, j'avais 6 ans, dans ma chambre. Je sens ou entends quelqu'un entrer. J'ouvre les yeux et je vois quelque chose de noir, très grand et très mince. Je ne peux ni bouger, ni parler. Je le fixe jusqu'à ce que je m'évanouisse. Je me réveille, c'est le matin. À 11 ans, ma grand-mère prend sa retraite et commence à nettoyer la maison de mes parents quelques fois par semaine. Elle aimait ça et elle nous préparait toujours des petites douceurs. Mais elle a arrêté de venir au bout d'1 mois. Je n'ai jamais su pourquoi, mais les gâteaux me manquaient. Des années plus tard, ma mère m'a dit que ma grand-mère avait eu peur. Elle entendait des bruits et avait vu un homme dans le sous-sol. On a ri et on a balayé ça d'un revers de main. À peu près à la même époque, j'ai déménagé ma chambre au sous-sol. J'étais plus grand et les chambres au sous-sol s'étaient stylées. Le sous-sol était semi-aménagé. Le plan était de le rénover pour que ma 2e grand-mère puisse venir vivre avec nous, car mon grand-père était décédé et elle était seule à l'autre bout du pays. Le sous-sol avait 3 sections, ma chambre, une pièce bonus et une autre partie séparée par une porte en cours de rénovation. Peu après mon installation, je suis réveillée par un bruit fort. J'ouvre les yeux, prêt à revivre une paralysie du sommeil avec une silhouette sombre, classique. Mais cette fois, rien à voir. Je pouvais bouger, parler. Je m'assois dans mon lit, j'écoute. Le bruit revient. Ça ressemblait à un balai tombant sur du béton. Je sors du lit, je colle mon oreille à la porte. J'entends à nouveau. Je cours à l'étage affolé et je dis à mon père qu'il y a quelqu'un dans le sous-sol. Il dit à ma mère de préparer le téléphone pour appeler les secours. Il descend, crie, fouille. Il revient. Rien. Porte et fenêtre verrouillées. Tu as dû rêver. Ok, je dors sur le canapé à l'étage pendant quelques nuits. Le lendemain, mon père installe un verrou et une chaîne sur la porte. Il me dit de ne jamais y entrer. Des années plus tard, j'ai 14 ans. Le sous-sol est fini. Ma grand-mère a emménagé, mais elle est décédée peu après. Je joue à GoldenEye un soir et j'entends une porte claquer dans la suite.
Je mets le jeu en pause, j'écoute, rien. Je rejoue, clac, encore. Je vais à la porte, j'écoute, rien. Un peu plus vieux, un peu plus courageux, je décide d'entrer. J'ouvre la porte, il fait très froid. À l'époque, ça ne m'a pas frappé, mais maintenant si. La suite n'avait pas de thermostat et le reste de la maison était chauffé. Pourquoi faisait-il si froid là-bas? Je regarde autour, chambre d'amis vide, ancienne chambre de ma grand-mère, tout va bien, salon et cuisine, rien d'anormal. En revenant vers la porte, je ressens le besoin de regarder dans le long couloir menant à la chambre et à la porte extérieure. Et là, je vois la grande chose sombre et mince. Je m'en souviens très clairement. C'était la première fois que j'étais conscient en la voyant. J'ai cligné des yeux, frotté mes yeux, plissé les yeux. Je voyais la poignée, les charnières, le haut de la porte. Mais il y avait quelque chose de noir, d'au moins 2,10 m, plus grand que le cadre de la porte. J'ai couru, verrouillé la porte, sauté dans mon lit, fermé les yeux de force. J'avais envie de les rouvrir, mais j'ai résisté. J'ai fait pipi dans mon lit. J'ai honte, mais j'étais terrifiée. Presque 20 ans, je loue une suite au sous-sol, après des années à avoir peur du noir et d'être seule. Je dors avec la télé allumée, ça me rassure. Je me réveille au milieu de la nuit et la chose noire est dans l'encadrement de la porte. Je ne sais pas comment décrire ça. Sa tête avait l'air déformée. La télé clignotait, mais ça ne l'affectait pas. Je dis qui est-ce? Je la vois bouger un peu. Je cours vers elle. Elle n'était plus là. J'allume toutes les lumières et je reste éveillée jusqu'à 7 heures, l'heure du boulot. Je vis à côté de ce gigantesque cimetière depuis environ 2 ans. Il abrite près de 50 000 tombes. C'est un endroit magnifique que je visite souvent juste pour me promener. Il y a environ 12 ans, j'ai eu une journée de travail absolument horrible. Une de ces journées où je n'avais pas envie de rentrer directement chez moi et de m'occuper des corvées. Sociabiliser, nettoyer, préparer le dîner. À la place, j'avais prévu de conduire jusqu'à un belvédère en montagne où se trouve un super glacier, prendre une glace et regarder le monde passer pour me détendre. Je me suis trompé de route et j'ai fini dans le quartier autour du cimetière. Je me suis dit, tant pis, c'est calme et une promenade dans le cimetière serait la paix dont j'avais besoin. Il faisait juste crépuscule, mais il y avait encore assez de lumière pour voir clairement les arbres, les maisons, les noms sur les pierres tombales et s'il y avait quelqu'un d'autre dans les environs. Je savais qu'il ferait nuit dans 45 minutes à 1 heure, mais pour l'instant je me sentais à l'aise. J'ai garé ma voiture et traversé la butte pour entrer dans le cimetière. Ce cimetière est énorme. Sans panneau ni rue, il serait impossible de s'y retrouver et il était hors de question que je m'aventure trop loin. Je suis resté sur le trottoir, près des maisons, tandis que la masse de tombes se trouvait sur ma gauche. J'ai appelé mon petit ami de l'époque en pleurs pour lui raconter à quel point ma journée avait été affreuse. Il essayait de me calmer et de me faire parler. Dans ma vision périphérique, sur ma gauche, j'ai cru voir une grande ombre noire, à environ 50 mètres. Je l'ai vue que brièvement, ou du moins je pense l'avoir vue. Je n'étais pas sûre de ce que j'avais vu, et si j'étais partie à ce moment-là, j'aurais probablement oublié l'incident. Mais mon instinct de survie s'est déclenché. Je marchais en regardant dans cette direction tout en continuant à parler. Mes yeux étaient rivés au cas où quelque chose se produirait. Je commençais à me sentir très mal à l'aise, concentrée sur tout ce qui pourrait se trouver là avec moi. Je suis une femme, seule dans un cimetière. Je craignais plus un type louche qu'un phénomène paranormal, mais je me sentais vraiment tendue et sur le qui-vive. En marchant, en parlant, toujours en regardant vers l'endroit où j'avais vu l'ombre, elle est réapparue. Cette fois, je la regardais droit dans les yeux, littéralement en train de la voir se manifester, comme si elle rassemblait de l'énergie ou des particules pour former une masse noire géante, assez opaque pour que je voie les pierres tombales à travers, mais bien plus sombre que tout ce qui l'entourait. Elle était très grande, bien plus qu'un humain moyen, sans bras ni jambes, juste une masse noire mouvante. Elle a dérivé à travers plusieurs tombes pendant environ 4 secondes, suffisamment longtemps pour me demander si je voyais vraiment ça, puis me confirmer. Non, je regarde bien cette chose, et ce n'est pas une personne. Elle était un peu plus proche que la première fois, peut-être à 40 mètres. 4 secondes, c'est long pour observer quelque chose bouger. Je l'ai fixée, et je crois que j'ai arrêté de parler au téléphone. Je ne me souviens pas de mes pensées exactes, à part cette certitude que ce que je voyais était réel. Puis aussi vite qu'elle était apparue, elle a disparu, comme un brouillard qui se dissipe. J'ai eu immédiatement cette image dans ma tête. La prochaine fois que je la verrai, elle serait juste devant mon visage.
J'ai rapidement dit à mon copain que je rentrais. J'ai fait demi-tour et j'ai marché vite vers la voiture pour partir. J'ai eu l'impression que quelque chose veillait sur moi et m'envoyait un avertissement. Quoi que ce soit, cette chose n'avait pas de bonnes intentions et je devais partir. Je ne me souviens pas avoir eu peur en conduisant. Je n'ai pas eu l'impression que quelque chose m'avait suivi ou était dans la voiture et ça m'a clairement sorti de l'état d'esprit dans lequel j'étais ce jour-là. En rentrant, j'ai immédiatement raconté à mon copain ce qui s'était passé. Il a haussé les épaules. Il m'a dit que j'avais dû halluciner parce que j'étais très émotive. J'ai été vraiment irritée par cette réponse. Je sais ce que j'ai vu et je suis généralement quelqu'un de calme et rationnel. Il n'y a aucune chance que mes émotions m'aient fait halluciner à ce point. Sa réponse m'a semblé déraisonnable et invalidante. Je crois que quoi que ce soit, cette chose semblait curieuse à mon égard. Et je ne pense pas que cette entité avait de bonnes intentions. Je suis juste reconnaissante de ne pas avoir eu d'autre expérience avec elle. Je tiens à dire que cette histoire remonte à près de 30 ans, quand j'étais enfant. Je l'ai racontée qu'à très peu de gens, car je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Comme beaucoup d'enfants dans les années 90, je passais le week-end chez un ami proche, chez lui et sa famille. On vivait en Virginie rurale, dans une petite ville. Lui comme moi, on passait beaucoup de temps à faire du quad et à explorer les bois situés de l'autre côté d'un champ de soja. Un week-end, je suis allée chez lui et il a neigé, 4 à 6 cm, ce qui est normal pour la Virginie. On était surexcités à l'idée de sortir les quads et de faire les fous dans le champ. Une fois qu'on s'est lassé, on a garé les quads au bord des bois et on a commencé à marcher un peu. On connaissait bien ces bois. On y avait vu plein de choses. Il y avait beaucoup de vieux équipements, même des voitures rouillées disséminées un peu partout. En tant qu'ado, on trouvait ça super cool et on allait souvent les explorer. Ce jour-là, on a décidé de construire une cabane près des débris. J'avais souvent sur moi une petite hachette quand on faisait du quad, au cas où un arbre bloquerait le chemin. Je suis retournée au quad pour la prendre et j'ai commencé à abattre un petit arbre pour faire la base d'un mur. Mais impossible de trouver un autre arbre de la bonne taille, alors j'ai commencé à me balader seule dans la zone. C'est là que je suis tombée sur une carcasse de cerf en décomposition. Ça ne m'a pas choquée. En Virginie rurale, tout le monde chasse et j'ai mangé pas mal de venaison dans ma vie, mais j'ai remarqué que le cerf avait des marques de griffes. Est-ce qu'un prédateur l'avait attaqué sans finir son repas? Quel animal capable de chasser un cerf vivait dans cette forêt? Je suis allée chercher mon ami pour lui montrer. Il était aussi perplexe que moi, mais on a laissé tomber. Je suis retournée à la construction de notre cabane. Alors que j'étais en train de nouer 2 petits troncs avec une corde, quelque chose a attiré mon regard à environ 50 mètres. Ce que j'ai vu ressemblait à la silhouette d'une personne, mais elle était floue et arrondie, presque comme dans un jeu vidéo ou une BD quand un personnage est encore inconnu. Surpris, j'ai simplement crié « Hé !» Et là, la silhouette a filé derrière un arbre. J'ai compris qu'on n'était pas seul. J'ai appelé mon ami, il est arrivé en marchant. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a rigolé. Mais pendant qu'il riait, je me suis relevée de ma position accroupie et j'ai vu la même ombre, juste derrière lui, à moins de 10 mètres. J'ai crié « Oh merde !» et j'ai couru vers le champ en lui criant de me suivre. J'entendais ses pas derrière moi, puis ils sont devenus plus lointains. Je me retourne, il a pris un autre chemin. À ce moment-là, je m'en fichais, je courais à fond. J'ai atteint un grand fossé d'environ 1,50 m de profondeur et je l'ai sauté en panique. Plus tard, j'ai réalisé à quel point ce saut était énorme. Je n'ai aucune idée de comment j'ai réussi. En arrivant dans le champ hors des bois, je vois mon ami à 30 mètres, penché, haletant. Je regarde derrière moi, rien. Je m'approche de lui et je demande « Tu l'as vu, hein ?» Il répond « Pourquoi tu crois que je suis à bout de souffle ?» On a sauté sur les quads et on est rentré chez lui, sans dire un mot. Une fois à la maison, je lui ai demandé ce qu'il avait vu. Je voulais savoir si c'était la même chose que moi. Il a décrit parfaitement. On a essayé d'en parler à ses parents, mais ils ont juste rigolé. Vous feriez mieux de rester loin de ces bois. Il a eu l'idée d'aller voir sa grand-mère qui vivait à quelques rues et avait toujours vécu dans cette ville. On lui a simplement demandé s'il avait déjà entendu des choses étranges sur ces bois. Elle nous a alors parlé d'une ancienne scierie qui avait explosé à son époque. Elle a dit que c'était une tragédie, que presque tout le monde avait péri. Ça expliquait les vieilles machines, les voitures rouillées. Ils avaient sûrement nettoyé les parties dangereuses et laissé le reste. On lui a raconté notre histoire, elle a souri et nous a dit « Les gens ne réalisent pas qu'on n'est pas seul dans ce monde. » Terrifiés, on est parti.
Aucun de nous n'est jamais retourné dans ces bois. Ma hachette est toujours là-bas. J'ai fait des cauchemars pendant des années à cause de cet incident. Et même 30 ans plus tard, je fais encore des rêves aléatoires à ce sujet. Je ne sais pas ce qu'on a croisé ce jour-là et je n'ai aucune intention d'y retourner pour le découvrir. Je suis né sur l'île de Curaçao, une petite île des Caraïbes près d'Aruba, juste au large de la côte nord de l'Amérique du Sud. J'ai grandi dans un quartier tranquille, à l'extrême nord-est de l'île, si loin qu'on ne pouvait littéralement pas aller plus à l'est. Mes grands-parents faisaient partie des premiers habitants à s'y installer à la fin des années 80, à une époque où il n'y avait que quelques maisons et des routes en terre. Avec le temps, le quartier s'est développé. Certains disaient que le terrain avait autrefois servi de site funéraire pour des tribus bien avant la colonisation. Mais ce n'était que des rumeurs de voisinage, des histoires de camping, des légendes anciennes, rien d'officiel. J'ai vécu pendant 17 à 18 ans. C'était paisible, sûr, familier, mon quartier. Mais à 16 ans, tout a commencé à changer. Je me suis mis sérieusement à prendre soin de ma santé, alimentation saine, régime strict, à base de protéines, plus de sucre, uniquement de l'eau. Je m'entraînais dur, 5 fois par semaine à la salle. Mon esprit était clair, mon corps se sentait fort. Cette même année, ma mère m'a proposé d'emménager dans le studio indépendant situé dans notre jardin. C'était un bâtiment séparé, niché dans le coin droit du jardin. Il avait sa propre cuisine, salle de bain et chambre, intimité totale, indépendance. Pour un ado de 16 ans, c'était la liberté. Le jardin était grand, arbres, plantes, herbes hautes. Au centre, un petit pont en bois traversait un creux herbeux, menant à un vieux kiosque dans le coin gauche. Il avait un toit en chaume, ce qu'on appelle chez nous une palapa. La nuit, le jardin devenait complètement noir, sauf la lumière du porche du studio et quelques lueurs venant de la maison principale. Le centre et le côté gauche du jardin, surtout autour du kiosque, étaient plongés dans l'obscurité totale. Juste avant d'emménager dans le studio, j'ai commencé à ressentir des sensations physiques étranges. À des moments aléatoires, je ressentais des frissons intenses. Les poils de mes bras et de ma nuque se dressaient, mon rythme cardiaque s'emballait. Aucun déclencheur, pas de peur, pas de danger, juste une réaction physique pure, comme si quelque chose était là, invisible. Et ça n'arrivait que dans mon quartier, nulle part ailleurs. C'était inconfortable, parfois ça durait jusqu'à 10 minutes. Essayer de dormir alors que ton corps est en état d'alerte. Pas évident, mais je m'y suis plus ou moins habituée. Une fois installé dans le studio, les choses ont empiré. J'ai commencé à voir des choses, des formes, des figures, des énergies dans l'air. Un homme au loin, une petite fille près des buissons, toujours à distance, toujours silencieux. Il ne semblait pas agressif, mais il ne semblait pas naturel non plus. J'avais peur, bien sûr, mais je ne pensais pas perdre la tête. Je n'étais pas parano. Je n'hallucinais pas. J'étais totalement éveillé, pleinement conscient. Je ne savais juste pas comment expliquer ce que je voyais. Ma famille n'est pas religieuse, mais elle est spirituelle, surtout ma grand-mère. Ils méditent, lisent des livres spirituels, parlent d'énergie et d'intuition. J'ai grandi dans cet environnement, mais j'ai toujours gardé mes distances. Je n'avais jamais vu d'esprit ni vécu d'expérience paranormale jusqu'à ce moment-là. Puis quelque chose s'est produit, et là, c'était différent. Un jour de semaine ordinaire, je rentre du lycée vers 14h30. Je dis bonjour à ma mère en passant dans le couloir. On se heurte légèrement. À cet instant précis, j'ai une vision mentale soudaine, une image dans ma tête, inattendue et instantanée. Une cuvette de toilette remplie de sang. Ça a duré moins d'une seconde, sans raison, sans déclencheur. Je n'ai rien dit. J'ai pensé que c'était juste une pensée bizarre. Vers 19h, je vais à la salle de sport. En plein milieu de ma séance, mon téléphone sonne. C'est ma tante, elle ne m'appelle jamais. On vit dans le même quartier comme la plupart de notre famille, mais on n'est pas proches. Je ne l'appelle même pas Tati, je l'appelle par son prénom complet. Elle ne voulait pas être appelée tante, donc qu'elle m'appelle, c'était étrange. Elle me dit, ne panique pas, tout va bien, mais ta mère va à l'hôpital. Je m'arrête net. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle répond, elle est allée uriner et les toilettes étaient remplies de sang, complètement rouge. J'ai vite terminé ma séance et je suis rentrée en courant. Je me sentais coupable, comme si j'aurais pu la prévenir, comme si j'aurais pu dire quelque chose, même si ça paraissait fou.
Finalement, les médecins ont trouvé une tumeur de la taille d'une orange sur son utérus. Le système de santé de Curaçao ne pouvait pas la prendre en charge correctement. Donc on a prévu de partir en Colombie, à Bogota, où les médecins pouvaient lui offrir des meilleurs soins. On s'attendait à y rester plusieurs mois si nécessaire, et c'est là que je l'ai vu. La première rencontre. Il était tard. Je suis sorti du studio avec un joint, je l'ai allumé et je me suis assis sur le banc en bois du porche face au kiosque. C'est à ce moment-là que j'ai vu une silhouette, debout en plein milieu du kiosque, dans l'obscurité. Grand, très grand. Il portait une longue cape et un chapeau à large bord, comme un haut de forme, quelque chose de similaire. Je ne voyais ni bras ni jambes, pas de visage, juste la silhouette d'une personne complètement voilée, un vide, mais pas seulement ombragé. Cette chose était plus sombre que la nuit. Je distinguais encore les vases et les étagères en bois derrière elle, dans le kiosque, mais je ne pouvais pas voir à travers cette silhouette. Elle absorbait l'espace autour d'elle. Je me suis figé, la chair de poule dans tout le corps. Je ne savais pas s'il me regardait ou s'il regardait la maison principale où se trouvait ma mère, mais je sentais sa présence. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il se tenait juste là à observer. Ça m'a fait peur, mais je n'ai pas paniqué. J'ai juste fait comme d'habitude, je l'ai ignoré. J'ai fumé mon joint, je suis rentré, j'ai joué à des jeux vidéo. Mais cette fois, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que je voyais. Cela ne ressemblait pas aux autres observations qui ressemblaient à des esprits humains, pas celle-ci. La deuxième rencontre. Quelques jours plus tard, je venais de quitter la maison d'un ami, non loin de là, et je rentrais chez moi à pied. Il faisait déjà nuit. Quand je suis arrivé dans le jardin, il faisait complètement noir. Les lumières du porche n'étaient pas allumées. L'interrupteur était au fond du studio, contre le mur de droite. Et c'est là que je l'ai revu, l'homme au chapeau. Même taille, même silhouette, même chapeau, toujours pas de visage, juste un grand vide noir, juste à côté de l'interrupteur. Je me suis figé, je suis resté là, à le regarder. J'ai détourné le regard, puis l'ai reconsidéré, il était toujours là. J'ai pensé à aller chercher ma mère, mais je me suis retenu. J'avais 16 ans. Je ne voulais pas m'enfuir, ce n'était peut-être même pas réel. Peut-être que c'était dans ma tête. Je marchais vers lui, des pas lents et réguliers. Plus je m'approchais, plus je sentais sa taille. L'air autour de lui était lourd. Je m'arrêtais juste devant lui. J'ai posé ma main sur le mur, près de l'interrupteur. Je regardais droit devant moi, mais je ne voyais que du noir. Pas d'ombre, le vide. Pas de traits, pas de texture, pas d'yeux. Juste le noir complet. J'étais face à face avec quelque chose qui n'avait aucun sens. Pendant un moment, j'ai hésité. Si j'appuie sur l'interrupteur, va-t-il bouger? Vais-je enfin voir à quoi ressemble vraiment cette chose? J'ai actionné l'interrupteur. À cet instant précis, il a disparu. Quelques mois plus tard, nous sommes allés en Colombie. Les médecins ont retiré la tumeur de ma mère. Ils nous ont dit que si nous avions attendu plus longtemps, elle aurait pu perdre sa jambe. Mais nous sommes arrivés juste à temps. Elle s'est rétablie. Elle est en bonne santé maintenant et plus radieuse que jamais. Je n'ai plus jamais revu l'homme au chapeau, pas une seule fois. Pendant des années, j'ai mis ce souvenir de côté. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Puis 12 ans plus tard, alors que je parcourais YouTube, une miniature a attiré mon regard. Une grande silhouette avec un chapeau. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'arranger. J'ai cliqué sur la vidéo, j'ai commencé mes recherches. Des fils de discussion Reddit, des témoignages, des gens décrivant exactement ce que j'avais vu. Ce n'est pas une histoire d'horreur, ce n'est pas inventé, c'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu à ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il était réel pour moi. Je commencerai par dire que je suis une personne spirituelle, plutôt dans une approche polythéiste, avec l'idée que de nombreux êtres existent, mais je n'ai personnellement eu que très peu de rencontres directes. Bien sûr, j'ai vécu quelques situations ressemblant à des apparitions de fantômes, mais rien de plus. Je suis plutôt sceptique et j'essaie toujours d'éliminer toutes les explications rationnelles avant d'envisager le paranormal. Je ne vois pas les choses autant que je les ressens. J'essaye de faire confiance à mon instinct. Je n'avais jamais rencontré quelque chose que je ne ressentais pas comme humain jusqu'à l'année dernière, et ça m'a marqué depuis. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un établissement de soins de longue durée. C'était mon premier emploi dans le domaine médical, et je l'ai vraiment apprécié. Mais il y avait une énergie lourde dans cet endroit. J'avais entendu des choses, vu des silhouettes sombres se déplacer, vu des portes se fermer toutes seules. J'étais donc assez habitué à l'idée que certains patients continuaient à errer dans les couloirs. La mort était quelque chose avec laquelle il fallait être à l'aise pour travailler là-bas, bien sûr.
Un matin en particulier, je travaillais dans mon couloir attitré et en marchant dans le corridor, l'air a soudainement changé. Il est devenu épais, lourd, comme s'il y avait un brouillard dense dans l'espace, mais rien n'était visible. Dès que j'ai ressenti ça, j'ai eu des frissons et je me suis senti très mal à l'aise. C'était comme si mon cerveau passait en mode survie, tout était en alerte. Vers le bout du couloir, j'ai regardé dans une des chambres et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Je précise que je l'ai vu avec mon œil intérieur, une expression que je trouvais absurde jusqu'à ce que je vive ça. Ça a soudainement pris tout son sens. Voir quelque chose clairement sans le voir réellement, je n'ai pas d'autre façon de le décrire. Dans un fauteuil près de la porte, une entité était assise, observant une femme âgée dans le coin de la pièce. J'étais figé, incapable de bouger, je faisais que regarder. Il n'y avait aucun trait discernable sur son visage ou son corps. C'était comme une silhouette noire, mais au lieu d'une ombre, elle bougeait comme de l'encre dans l'eau, ondulante. Et au centre de ce corps semblable à de l'encre, il y avait une lueur blanche qui se fondait dans le noir. Cela correspondait à la zone du torse jusqu'aux hanches d'un corps humain. Il n'y avait pas de bras, mais plutôt de grandes formes drapées, comme une robe. La tête avait une forme de capuchon très distincte. La comparaison la plus proche que j'ai visuellement est la silhouette de la Vierge Marie dans beaucoup d'œuvres catholiques. Je n'ai jamais été catholique ni chrétien, donc ce n'est pas une image qui me serait venue naturellement. Pendant que cette chose était assise dans le fauteuil, j'ai eu l'impression que si elle le voulait, elle pourrait remplir toute la pièce de sa présence. Elle semblait immense et inquiétante, mais pas totalement menaçante. Il n'y avait pas de sensation de bien ou de mal. D'une manière étrange, je savais qu'elle savait que j'étais conscient de sa présence, comme si j'avais reçu la permission de la voir. Elle ne semblait ni masculine ni féminine, et elle ne semblait certainement pas humaine. Rien en elle ne ressemblait à un être humain. Elle semblait presque omnipotente, et pourtant étrangement calme. J'ai alors remarqué que des larmes coulaient sur mon visage. J'avais chaud, et j'ai couru dans le couloir pour sortir et m'asseoir. Là, j'ai soudainement éclaté en sanglots. Ce n'est pas normal pour moi. J'ai toujours gardé mon calme en situation de crise. J'avais déjà trouvé des patients décédés ou géré des urgences médicales. Je ne pouvais pas expliquer mes émotions. C'était de la peur et un profond respect pour ceux que je venais de rencontrer. Une fois calmé, je suis retourné à l'intérieur. En passant devant la chambre, l'entité était toujours là, au même endroit. Il n'y a pas eu d'autre interaction. Les infirmières sont rapidement arrivées dans le couloir et sont entrées dans la chambre pour prendre les constantes. Elles ont ensuite informé le reste du personnel que cette femme était entrée dans le processus de fin de vie et que nous attendions l'arrivée de sa famille. Pendant 2 heures, j'ai fait semblant d'être détendu et j'ai continué mon travail dans ce couloir pendant que l'entité restait exactement là où elle était. Mais dès que sa famille est arrivée, elle a disparu. L'air est redevenu normal. Je ne ressentais plus cette tension électrique dans l'espace environnant. Et c'était fini. La femme âgée a vécu encore quelques jours. Pendant tout ce temps, sa famille lui rendait visite et l'entité n'est jamais revenue. J'ai trouvé ça étrangement beau au final. C'était comme si elle lui tenait compagnie jusqu'à ce que ses proches arrivent, comme si elle lui offrait un choix à ce moment-là, partir ou rester un peu plus longtemps. Sa mort fut paisible, et bien que j'ai vu beaucoup d'autres patients partir depuis, je n'ai jamais revu cette entité. Je ressens encore de l'admiration en y repensant. Je n'ai plus peur en me remémorant la situation, mais c'est la seule véritable expérience paranormale que j'ai vécue. C'est ma seule et unique expérience directe avec ce que je ne peux décrire que comme un poltergeist. Ça s'est passé à la fin des années 90. J'étais jeune, 21 ans, et je vivais avec mon petit ami de l'époque. Aucun de nous ne gagnait beaucoup d'argent, alors nous avions trouvé un appartement bon marché dans une zone grise entre le bon quartier et le mauvais. Je travaillais de jour, lui de nuit. Un jour, je suis rentré du travail, j'ai dit au revoir à mon copain qui partait bosser. J'ai changé de vêtements, je suis allé faire les courses. En revenant, j'ai trouvé l'appartement dans un chaos total. Quelques détails m'ont frappé immédiatement. Toutes les lumières étaient allumées et la chaîne stéréo hurlait au maximum, réglée sur une station de radio parlée. Je savais que j'avais éteint les lumières en partant. C'était une habitude pour économiser sur la facture. Non seulement la chaîne n'était pas allumée quand je suis parti, ni avant, mais la station choisie n'était pas du tout celle que mon copain et moi écoutions. C'était une chaîne avec des pré-réglages et il fallait appuyer sur des boutons pour la régler. La station n'était même pas proche d'un pré-réglage, donc ce n'était pas un problème de réception qui aurait fait basculer sur une station voisine. En traversant l'appartement pour éteindre la chaîne, j'ai remarqué que le chat était introuvable. Après avoir coupé le son, je suis parti à sa recherche.
J'ai vu que tous les éviers étaient remplis à ras-bord, mais les robinets étaient fermés. Tous les poils de mes bras et de ma nuque se sont dressés. J'ai fini par entendre le chat miauler et je l'ai trouvé dans le placard mural tout en haut. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'elle ait pu y entrer seule. La porte était au-dessus de ma tête avec une petite rainure sur le côté pour l'ouvrir, sans poignée ni bouton. Il n'y avait rien à proximité, ni table, ni plan de travail, ni rebord que le chat aurait pu utiliser pour sauter jusque-là, encore moins ouvrir la porte. J'ai paniqué et appelé mon copain. Il m'a écouté raconter tout ce qui s'était passé et est resté au téléphone pendant que je faisais le tour de l'appartement pour vérifier que personne ne s'était introduit et ne se cachait dans un placard. Personne. Il m'a demandé de vérifier que rien ne manquait. Et comme tout était là, on a conclu que ce n'était pas un cambriolage. Comme j'étais encore très secoué et presque en hyperventilation, il a appelé la réception de l'immeuble pour savoir s'il y avait eu des incidents autour de notre appartement, au cas où quelqu'un aurait tenté de s'introduire avant de fuir. Il s'est avéré qu'il y avait eu une altercation dans l'appartement voisin. On soupçonnait depuis longtemps nos voisins d'avoir des activités illicites et on a pensé que c'était lié. La sécurité avait dû escorter des hommes très en colère, mais rien n'avait touché directement notre appartement. Mon copain a plaisanté en disant que c'était sûrement un fantôme qui avait voulu faire croire que quelqu'un était à la maison en allumant les lumières et en mettant la radio pour éviter que l'altercation ne se termine par une tentative de cambriolage. Il a ajouté en riant, le fantôme ferait bien de faire le ménage pour compenser la facture d'électricité qu'on va avoir. Il m'a dit qu'on en reparlerait le lendemain, quand on serait tous les deux en repos. Il ne voulait pas trop en parler dans l'appartement, mais pendant une promenade, il m'a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit un fantôme, mais que si c'en était un, la dernière chose à faire était d'avoir peur. En prenant les choses à la légère, il pensait qu'on ne nourrissait pas de fantômes avec notre peur, puisqu'il n'avait rien fait de destructeur et que le pire était d'avoir mis le chat dans un placard. Autant le laisser tranquille. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de lui au travail, et cette fois c'était lui qui semblait un peu paniqué. Il m'a demandé si j'avais passé l'aspirateur et rangé la vaisselle avant de partir. J'ai dit non. Il m'a raconté qu'en entrant d'une course, il avait trouvé l'appartement entièrement aspiré, avec des lignes parfaites, mais aucune trace de pas menant au placard où l'aspirateur était rangé, et toute la vaisselle était rangée à sa place. Il a dit que peut-être le fantôme avait entendu sa blague sur le ménage et l'avait prise au sérieux. Plus rien ne s'est vraiment passé après ça, sauf que le chat est devenu obsédé par le bord de la baignoire où elle restait assise à fixer l'intérieur, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mon hypothèse personnelle est que notre poltergeist était un ancien résident, peut-être mort dans la baignoire, et qui essayait de protéger son appartement d'une menace potentielle, qui sait. Mon meilleur ami, appelons-le Alan, je le connais depuis 30 ans. Il n'est pas vraiment athée, mais plutôt agnostique. Il n'a pas grandi dans un foyer religieux. Il n'a aucun problème avec moi ou nos autres amis croyants, mais lui-même ne croit pas aux esprits, n'est pas sûr de l'existence de Dieu, ne croit pas au karma, ni à aucune forme de spiritualité. Et donc il ne croit pas aux fantômes, aux esprits ou au mal. Plusieurs fois je lui ai raconté des histoires que j'ai vécues et il hausse les épaules, genre « ouais bien sûr » ou « comme tu veux ». Il adore les films d'horreur, Halloween et tout ça. Il voit ça plus comme un truc façon Disney, si ça fait sens. Alan et son ex-femme Samantha vivaient dans une petite maison de 3 chambres, avec une seule salle de bain. La maison avait été construite à la fin des années 1930, avec une rénovation probablement dans les années 1970. Mais ça restait une petite maison, avec une véranda fermée, un grand terrain, dans un quartier ancien de sa ville. Ce qui suit s'est passé il y a environ 15 ans. Sam avait 2 enfants d'un précédent mariage, des ados, et Alan et elle avaient une fille ensemble qui avait à l'époque 3 ou 4 ans. Un soir, Samantha et les garçons sont partis faire des courses, puis elle devait déposer les garçons chez leurs cousins. Donc ce soir-là, il devait y avoir qu'elle, Alan et leur fille à la maison. Alan commence à préparer sa fille pour aller dormir. Il remplit la baignoire, la met dans l'eau. La porte de la salle de bain est ouverte. Il est assis par terre à côté de la baignoire. Il dit que du coin de l'œil, il a vu une femme passer dans le couloir. Le couloir était comme ça, au milieu sur la gauche, ouvert sur le salon, puis en forme de T. D'un côté les chambres des enfants, de l'autre côté la chambre parentale et en face la salle de bain. Il dit avoir vu une femme aux longs cheveux noirs passer dans le couloir, en direction des chambres des enfants. Il a pensé que c'était sa femme, alors il a lancé un truc du genre « Hé chérie !» mais pas de réponse.
Trouvant ça bizarre, il s'est levé et est allé voir dans les chambres. Personne. Il est allé dans le salon à regarder dehors. La voiture de Samantha n'était pas là. Un frisson soudain l'a traversé. Il a couru à la salle de bain, a sorti sa fille de la baignoire, l'a enveloppée dans une serviette. Il l'a mise dans leur chambre, a appelé Samantha, a vérifié toute la maison, cuisine, salon, chambre, véranda. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées et verrouillées. Il appelle sur son portable, elle répond et dit qu'elle vient de déposer les garçons et qu'elle va faire un dernier arrêt avant de rentrer. Il lui demande « Tu n'es pas passé à la maison pour prendre quelque chose ?» Elle dit « Non, pourquoi ?» Il répond « Je viens de voir une femme dans la maison. » Il dit qu'il n'arrivait pas à se débarrasser de ce frisson. Il a gardé sa fille avec lui dans le salon, a mis des dessins animés, toujours en mode panique. Rien n'avait été touché, aucun signe d'intrusion. Samantha est rentrée plus tard et Alan a essayé de mettre ça de côté. Sam, qui croit en fantôme, lui a dit « Tu as probablement vu un fantôme. » Quelques mois plus tard, Alan et elle sont dans le salon, tard le soir, à regarder un film. Les enfants dorment dans leur chambre. Alan dit qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, qu'il pense juste s'être assoupi, mais elle s'est mise à hurler. « Ça va ? Alan ? Alan ?» Et lui, il dit qu'il s'est juste réveillé comme ça. Elle lui raconte que pendant qu'il regardait le film, sa tête est tombée d'un coup. Et il a commencé à gémir très fort, comme s'il avait mal, avec les yeux grands ouverts et les bras qui tremblaient. Samantha était tellement paniquée qu'elle a emmené aux urgences, pensant qu'il avait peut-être fait un AVC, quelque chose. Il avait à peine la trentaine à l'époque, donc pas vieux. L'hôpital a fait tous les examens possibles, rien d'anormal. Ils ont déménagé peu après, pas à cause de cette expérience, mais parce qu'il avait acheté une maison plus grande. Quand Alan m'a raconté tout ça, je lui ai demandé « Alors maintenant, tu crois aux fantômes ?» Il m'a répondu « Honnêtement mec, je ne sais pas quoi croire. Je crois que je ne sais pas et je ne peux rien affirmer. Mais une partie de moi ne veut pas croire, parce que je pense que je ne pourrai plus jamais dormir. » Mon expérience avec le surnaturel commence avec le décès inattendu de ma grand-mère du côté maternel. J'étais en 6e quand nous avons dû aller voir notre famille au Mexique. Cela faisait environ 4 ans depuis notre dernière visite. J'ai vu mes cousins, oncles, tantes et amis de la famille qui connaissaient ma grand-mère et ont aidé ma mère et sa famille à vider sa vieille maison pour la vendre. Après les funérailles de ma grand-mère et notre retour de l'Amira à notre domicile, j'ai vu pour la première fois ma mère accablée de chagrin. Elle pleurait jour et nuit. En rentrant de l'école, mon père m'emmenait chez ma tante qui habite près de chez nous, pour que je passe l'après-midi là-bas, car il ne supportait pas de voir ma mère dans cet état. Ma mère a fini par fouiller dans les affaires de ma grand-mère, principalement des photos, des bibelots et des vêtements. C'est là qu'elle a trouvé un livre, avec un œil au centre d'une pyramide. Tout était en espagnol, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il contenait. Ma mère m'a révélé que ce livre expliquait comment entrer en contact ou communiquer avec les personnes décédées. Elle a donc commencé à lire pour essayer de parler à ma grand-mère. Je me souviens qu'elle allumait une bougie, disait quelques mots, puis restait silencieuse. Elle a fait ça de nuit sans réponse, sans bruit ni murmure. Mais la 3e nuit, nous avions accroché sur le mur des photos de tous les membres de la famille décédée, y compris celle de ma grand-mère, à côté d'un crucifix dans le salon. Ma mère a fait son rituel. Il était 22h quand nous avons commencé à entendre des coups. Mon père est allé voir ce qui se passait et a trouvé la photo de ma grand-mère projetée au milieu du salon, brisée. Évidemment, ça a effrayé mes parents, qui sont superstitieux et religieux, mais mon père a dit que peut-être la photo avait roulé et que la clim avait soufflé assez fort pour la faire tomber. Mais si c'était le cas, pourquoi les autres photos n'étaient-elles pas tombées? Et ce n'était pas de petits bruits, c'était des coups, comme si quelqu'un frappait le mur avec le poing. Ma mère a réparé la photo et avec mon père a renforcé toutes les fixations. Elle a ensuite essayé de parler à mon grand-père. Je ne sais pas pourquoi elle a changé. Et il était mort exactement 2 ans avant ma grand-mère. Alors elle a voulu essayer avec lui. Cette même nuit, nous avons entendu un coup sur le mur, puis le bruit du verre qui se brise. C'était la photo de mon grand-père, le clou toujours en place, mais la photo avait glissé vers la gauche du salon. Ma mère en a eu assez et s'est débarrassée du livre, mais les phénomènes ne se sont pas arrêtés. J'ai commencé à entendre mon prénom de plus en plus souvent. Je jurais que c'était ma mère qui m'appelait, même quand elle n'était pas à la maison. Une fois, j'ai entendu la voix de mon père, mais il dormait quand je suis allée le chercher dans sa chambre.
Je me suis dit que c'était peut-être juste mon imagination d'enfant, jusqu'à ce que mes parents partent une nuit pour une séance de thérapie de couple organisée par notre église de 18h à 23h. J'étais seule à la maison, sans surveillance, ce qui me permettait généralement de regarder des films ou jouer plus longtemps aux jeux vidéo. J'ai fini de regarder X-Men en DVD dans le salon. J'ai éteint les lumières et commencé à regarder des vidéos sur mon iPod quand j'ai ressenti un frisson comme si quelqu'un m'observait. J'ai entendu des bruits et j'ai appelé mes parents pour qu'ils rentrent. J'ai vu les chaises bouger. Les chaises pivotantes de la cuisine proche du salon se sont renversées. La voix de ma mère s'est transformée en une horreur pure face à ce que je voyais, comme dans un film de Poltergeist. Puis mon prénom a été appelé. J'ai tourné la tête à droite et là, je l'ai vu du coin de l'œil gauche. Un esprit. Il ressemblait à ma grand-mère, mais j'ai vu trop de films pour croire que c'était elle. J'ai pris mes jambes à mon cou et couru dans la chambre de mes parents. Terrifiée, j'ai fait tomber le téléphone fixe. Il s'est cassé. J'ai verrouillé la porte et entendu des coups contre celle-ci. Après ce qui m'a semblé être la minute la plus longue de ma vie, tout s'est arrêté. Mes parents sont rentrés 9 minutes plus tard, à 21h, selon l'horloge électrique de mon père. J'ai fait des cauchemars après ça, des cauchemars terrifiants où d'autres versions de moi-même me poursuivaient dans une forêt de brume grise et me faisaient des choses horribles. Je ne vais pas entrer dans les détails pour garder cette histoire tout publique, mais après ces événements, mon oncle, qui est un chaman ou curandero dans notre culture mexicaine, a béni notre maison. Il a frotté des œufs sur nous et les jaunes sont devenus noirs. Le prêtre de notre église est aussi venu bénir la maison et nous n'avons plus eu de problème avec les esprits par la suite. J'ai retrouvé ce livre des années plus tard, mais en repensant à tout ça, je l'ai simplement brûlé. Je m'en suis servi comme bois d'allumage pour un feu de camp avec mes amis en 2017. Je me demande encore aujourd'hui quel était cet esprit, car je n'ai jamais eu de réponse après ces 14 années.